Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro du Connect 54 sous forme de face à face depuis Brazzaville. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé de la République du Congo. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, madame. Le forum sur les PPP clôture 6 mois de roadshow où vous avez présenté les opportunités d'investissement du marché congolais aux potentiels investisseurs à travers le monde. Alors, quel bilan faites-vous de ce parcours? Bon, je ne parlerai déjà pas à mi-parcours de bilan. Je peux plutôt parler d'une forme d'appréciation que nous pouvons faire à mi-parcours, puisque nous avons, à travers les différents roadshows, présenté les opportunités d'investissement qui se présentent dans notre pays à travers les partenariats publics-privés. Et nous avons focalisé nos roadshows sur les 6 secteurs du Plan national de développement 2022-2026. Et je pense que nous pourrons parler de bilan lorsque, à l'issue de tout cela, nous aurons eu un certain nombre d'investisseurs qui seront venus dans notre pays et qui auront fait les investissements dans les différents secteurs du PND avec des succès que nous attendons. Et à ce moment-là, nous pourrons parler de bilan. Pour l'instant, nous posons les jalons et nous sommes à la conquête des investisseurs pour développer les projets en PPP. Poser les jalons et vous évoquez justement les 6 secteurs que vous mettez en avant, qui sont prioritaires dans la démarche qui est la vôtre, conformément au plan national de développement. Donc, il s'agit de l'agriculture, l'industrie, les zones spéciales économiques, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière. Alors, au cours de ce roadshow, quels sont les secteurs qui ont semblé intéresser le plus les investisseurs pour des partenariats publics-privés au Congo? Bon, disons au cours des différents roadshows que nous avons pu faire à travers le monde, les secteurs qui ont retenu beaucoup l'attention des différents investisseurs, on parle beaucoup d'agriculture, ils sont très intéressés par l'agriculture, le développement industriel et l'économie numérique, bien entendu. Et il y a un secteur, c'est vrai que nous ne le citons pas de façon précise parmi les 6 piliers, mais qui retient l'attention, et à juste titre, c'est le secteur de l'énergie, parce qu'on ne peut pas faire de développement industriel sans énergie. Donc voilà un peu les secteurs pour lesquels il y a eu un engouement particulier. Et en second lieu, je citerai la promotion immobilière, qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt, notamment lorsque nous nous sommes rendus au Maroc avec les différents partenaires. Ils étaient très intéressés par le secteur de la promotion immobilière. D'accord. Quand vous parlez d'énergie, vous voulez parler de l'électricité ou beaucoup plus globalement avec tout ce qui concerne le pétrole, les hydrocarbures, etc. Non, lorsque je parle d'énergie, j'exclus totalement les hydrocarbures. Je parle réellement de la capacité énergétique qui pourrait être produite par notre pays pour pouvoir non seulement permettre l'électrification rurale, l'électrification domestique, mais aussi l'électricité qui permettra aux différentes industries de pouvoir fonctionner et de procéder à la transformation de nos matières premières. Donc c'est en cela qu'il est question, c'est de cela dont il est question lorsque nous parlons d'énergie. Et bien entendu, il y a, le monde étant ce qu'il est, un attrait important pour tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc nous, on parle beaucoup plus d'énergie solaire. L'éolien n'est pas du tout dans le champ de vision du gouvernement, mais dans le cadre donc du développement des énergies renouvelables, il y a des investisseurs qui s'intéressent également au photovoltaïque et nous avons ouvert des pistes également sur cette question-là. D'accord. Et puisque nous évoquons la question des secteurs, je ne pourrais manquer de vous poser la question concernant
le secteur pétrolier, parce qu'en ce moment, il y a une conjoncture assez particulière au niveau mondial. C'est vrai que le Congo s'avance vers sa diversification, et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez sélectionné ces 6 secteurs, mais plusieurs institutions internationales, multilatérales, notamment la Banque africaine de développement, ont identifié l'Afrique centrale comme potentielle sous-région du continent qui pourrait profiter de la conjoncture actuelle avec la flambée des prix du pétrole. Et j'aimerais savoir si au niveau du Congo, il y a une possibilité pour le pays soit d'augmenter sa production pour tirer parti de cette opportunité sur le marché du pétrole. Bon, il faut clairement comprendre que nous ne refusons pas les recettes additionnelles qui sont aujourd'hui apportées du fait donc de l'augmentation du prix du pétrole, mais on ne se focalise pas là-dessus, parce que justement l'erreur fondamentale ce serait de se dire qu'aujourd'hui la situation, il faut le rappeler, qui est conjoncturelle, elle n'est pas structurelle. C'est une situation conjoncturelle du fait donc du conflit en Ukraine qui pousse les prix à la hausse. Donc, il est important de relever que ces recettes permettent au pays de mieux s'organiser, mais l'intérêt pour nous, c'est de profiter justement de ces recettes additionnelles pour baisser une partie donc de la dette publique, mais surtout profiter de cette recette additionnelle pour investir dans les secteurs du PND et aller justement vers la diversification de l'économie. Et c'est surtout cela le travail du gouvernement. Et en termes d'industrie, dans le sillon du partenariat public-privé, qu'est-ce que vous préparez par rapport aux industries? Parce que vous savez que le continent est à la croisée des chemins. On parle de nécessité de transformer nos matières premières, etc. Voilà. Quelle est votre vision en termes de PPP dans les industries? Je peux vous prendre un cas qui est actuel. Nous sommes en train de travailler avec le ministre des zones économiques spéciales pour le développement donc de 2 zones économiques spéciales particulières, celle de Pointe-Noire et celle de Ouesso. Et nous allons attirer dans ces zones économiques spéciales des industries qui auront vocation à transformer certaines de nos matières. Je prends par exemple le bois. Dans le cadre de l'économie forestière, il y aura de la transformation à faire. Et là, il y aura des industries qui vont être amenées à transformer le bois. Parce que d'ici la fin de cette année, le bois ne pourra plus être exporté de manière brute, il va falloir le transformer. Et pour ça, il va falloir que le Congo soit prêt avec des industries installées pour pouvoir procéder à la transformation de cela. Et ça, c'est des choses que nous allons faire à travers le partenariat public-privé, puisqu'il s'agira de structures internationales ou même nationales privées qui vont s'installer dans les zones économiques spéciales pour transformer, par exemple, le bois. Donc voilà déjà un des secteurs sur lequel nous allons travailler pour développer le partenariat public-privé dans le secteur industriel. Monsieur le ministre, parlons de diplomatie économique. On a entendu notamment durant le forum sur le PPP que le Congo a décidé de faire de la diplomatie économique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Mais la diplomatie économique, c'est très clair. En réalité, c'est de la coopération adossée à du business. C'est ça, en réalité, la diplomatie économique. Il faut de la coopération et il faut du business. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous développons donc nos relations bilatérales avec un certain nombre d'États dans le cadre donc de nos rapports bilatéraux. Et bien entendu, nous profitons de cela pour développer également donc le secteur des affaires à travers le partenariat public-privé ou encore en stimulant la promotion du secteur privé pour que nous ayons un certain nombre d'investisseurs qui puissent s'intéresser aux opportunités d'investissement de notre pays et venir investir massivement dans notre pays. En parlant de climat des affaires, quelle est la vision que vous donnez au climat des affaires idéal en République du Congo? Est-ce que un climat des affaires idéal existe? Je ne sais pas, mais la définition que je pourrais donner moi du climat des affaires entre guillemets qu'on pourrait considérer comme étant favorable,
c'est un climat des affaires où les investisseurs se sentent en confiance pour venir investir dans le pays parce qu'il y a une célérité dans le traitement des dossiers, il y a une moralité au niveau des acteurs économiques et politiques du pays pour que les dossiers puissent avancer, il y a une protection des investissements, il y a des décisions de justice qui sont rendues de manière équitable et surtout que les investisseurs aient la capacité de pouvoir remonter également les profits qu'ils réalisent dans le pays sans être inquiétés. Donc voilà pour moi un climat des affaires qui, à mon sens, pourrait être favorable à l'investissement. Alors un projet de loi est en gestation, justement pour renforcer le climat des affaires au Congo. Que prévoit ce texte, notamment pour les PME congolaises qui souhaitent passer à l'échelle et développer de plus grands projets en partenariat avec des institutions de l'État? Mais disons que ce texte, à la base, régit déjà la manière dont les partenariats publics-privés vont s'organiser. Parce que les partenariats publics-privés, il y a plusieurs formes. Vous avez des délégations de services publics, vous avez des concessions, vous avez de l'affermage, vous avez des BOT. Donc, tous ces types de contrats doivent d'abord être organisés et formalisés. C'est ce que prévoit ce projet de loi avec un certain nombre de normes. Maintenant, les PME congolaises, effectivement, lorsqu'elles sont organisées de manière légale, pourront tout à fait s'inscrire dans le respect des dispositions qui seront contenues dans ce projet de loi. Peut-être pour finir, Monsieur le Ministre, le Congo amorce donc une trajectoire pour son développement économique. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels le pays fait face pour pouvoir développer les partenariats publics-privés selon la vision qui est la vôtre à la tête de votre ministère? Je pense sincèrement que le défi le plus important pour arriver à un essor économique du Congo, c'est de vraiment vaincre cette situation du tout pétrole en laquelle nous sommes depuis un certain nombre d'années. Et c'est en cela que la vision politique très éclairée du président de la République, qui a créé un ministère dédié au partenariat public-privé, a été une vision salvatrice dans la mesure où le partenariat public-privé, si nous le faisons correctement, sera un réel accélérateur de croissance, de richesse, de création d'emplois directs et indirects, et surtout sera une alternative importante à l'endettement public. C'est pour ça que le climat des affaires doit être un secteur vers lequel nous devons faire énormément de réformes pour ne pas freiner les investisseurs, mais bien au contraire, les inciter à venir pour faire des investissements massifs dans le pays pour vraiment doper notre économie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public, le partenariat public-privé émerge comme une solution au manque de financement qui souvent caractérise nos économies. Et le Congo-Brazzaville choisit d'y mettre un accent. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro du Connect 54 depuis Brazzaville sous le thème « Comment révolutionner le partenariat public-privé pour l'essor économique du Congo ?» Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Innocent Dimi, conseiller du ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé de la République du Congo. Économiste et financier, M. Dimi a dirigé plusieurs entreprises dans le domaine de la finance. Bienvenue, M. Dimi. Bonjour, madame. J'accueille également avec plaisir M. Paul Obambi, fondateur et président directeur général de Sapro Group et président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. Économiste et homme d'affaires, Monsieur Obambi est à la tête du groupe Sapro qui détient 14 filiales dans 5 secteurs, à savoir l'énergie, les mines, l'industrie, la construction et les services. Bienvenue, Monsieur Obambi. Merci, madame.
Avec plaisir également, j'accueille Monsieur Florent Lager, administrateur général adjoint de MPD Congo et président de la Fédération des mines solides du Congo. Bienvenue, Monsieur Léger. Bonjour, madame. Alors, démarrons cette émission avec la voix gouvernementale sur notre plateau. Monsieur Innocent Dimi, je me tourne vers vous avec une question directe. Pour quelles raisons le Congo Brazzaville fait-il maintenant le focus sur le partenariat public-privé? Bien, je vous remercie pour votre question. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, de créer un département ministériel dédié au partenariat public-privé. C'est une révolution puisque nulle part en Afrique cela n'avait été fait. Cela traduit donc la volonté du Président de la République, mais également du Premier ministre et de son gouvernement, d'orienter la mobilisation de ressources vers le partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est en réalité un frein réel à l'endettement pour les États, et ça va permettre de soulager les tensions de trésorerie que nous avons pu connaître par le passé. Alors le partenariat public-privé, c'est quoi? Peut-être faut-il le rappeler ici. Le partenariat public-privé, c'est une relation entre un État, en l'occurrence la République du Congo, et un partenaire privé qui font un co-développement sur un projet. La plupart du temps, ce sont pour des infrastructures, ce qu'on appelle plus communément des BOT ou des contrats de concession. Mais il y a également d'autres formes, de type délégation de services publics, contrat d'affermage ou régie apparentée. Et c'est pour nous, là, l'objectif d'accélérer, d'accroître nos besoins dans tous les secteurs de notre plan national de développement 2022-2026. Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un département ministériel qui soit dynamique, qui puisse avoir un rapport direct avec les opérateurs privés et avoir une unité dans tous les accords qui seraient signés avec des partenaires privés. Vous savez que l'objectif, il est également d'avoir un rapport plus apaisé avec les partenaires privés. Et cette notion du partenariat public-privé paraissait tout indiquée pour ces développements. Très bien. Et je me tourne directement vers vous, Monsieur Polo Bambi. Vous êtes un acteur économique de premier plan au Congo depuis plusieurs décennies. Monsieur Dimi parlait tout à l'heure des différents secteurs prioritaires pour le Congo en ce moment. Vous, votre groupe est investi dans 5 secteurs, donc il est très large, il est très vaste. Vous êtes à la fois dans l'agriculture, vous êtes dans l'industrie. Votre groupe est investi dans les mines, dans la construction. Vous êtes dans l'énergie, je corrige, vous êtes dans l'énergie, les mines, l'industrie, la construction et les services. Donc votre groupe est assez large et a considérablement contribué à l'économie, au dynamisme de l'économie dans le pays. Vous avez donc vu le partenariat public-privé évoluer dans le temps. Racontez-nous un peu comment vous avez vu les choses évoluer en termes de partenariat avec l'État en tant qu'entreprise. Bien, merci madame. Je pense que nous l'avons dit ce matin au cours de notre panel. Je vais donc le réitérer ici, suite à votre question. Bravo au gouvernement, bravo au chef de l'État d'avoir pensé à créer un département de la coopération et qui a la charge du développement du partenariat public-privé. Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Donc, à partir du moment où les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, il fallait bien que la coopération soit liée au partenariat public-privé pour corriger quelque chose de très important. De tout temps, des ratios macroéconomiques ont montré que nos pays ont été bloqués par le niveau de la dette. Parce que l'État a pris toutes ses responsabilités, a été obligé d'investir dans plusieurs secteurs. Il y a des secteurs pour lesquels l'État peut avoir ses investissements allégés suite à l'intervention du secteur privé. Nous l'avions fait hier, mais il manquait un véritable cadre. Deuxième raison, ce changement
réduire le parcours du combattant que nous vivions. Parce que pour un sujet, il fallait aligner 5, 6, 10 ministères, quelquefois d'autres, y compris les administrations publiques qui suivaient, pour aboutir à un partenariat. Cet itinéraire, ce parcours de combattant, a poussé de grands investisseurs, des gens motivés à se retirer de nos pays. Je peux le dire parce que je suis un témoin. Nous autres, si le partenariat public-privé existait il y a 20 ans, on aurait pu avoir une autre dimension et un autre volume en termes de chiffre d'affaires. Et il y a une autre raison, c'est la responsabilité sociétale. Moi, je pense que ce partenariat public-privé, comme l'a dit monsieur le conseiller, je vais quitter la partie grosses infrastructures qui nous concerne parce que nous sommes miniers. Mais je vais aller plus loin parce que autour d'une mine, il y a tous les emplois. Quand on a une mine comme celle de Mayoko, c'est 3000 emplois. Et s'il y a 3000 emplois, c'est 3000 familles. S'il y a 3000 familles, imaginez la suite. Il faut le jardin d'enfants, il faut l'école primaire, il faut le collège, il faut le lycée, il faut le dispensaire, il faut le centre sportif, il faut tout ce que l'accompagnement, il faut l'agriculture pour nourrir cette population, ainsi de suite. Il faut de l'énergie, naturellement. Et c'est toute une société qui se crée. La plupart des grandes villes au monde, sans avoir été des villes industrielles. Le Congo n'en fait pas exception, parce que s'il n'y avait pas Saris, il n'y aurait pas un Caï. S'il n'y avait pas la cimenterie, il n'y aurait pas le TT. Et s'il n'y avait pas le port, il n'y aurait pas Pointe-Noire. On peut comme ça citer des exemples. Et nous pensons qu'avec ce partenariat public-privé, nous allons aller vers une décentralisation de l'application de cette formule, à savoir dans les communautés. Il faudrait que dans cette décentralisation qui partira du ministère, que les préfets, que les maires, que les chefs de quartier, si pour ramasser les ordures dans un district, je pense qu'il n'y aurait pas recours à l'administration centrale. Là-bas aussi, on peut avoir une petite société qui se crée, qui trouve des accords, des conditions de transfert de services publics à des micro-sociétés. Et tout ceci pourrait nous apporter le développement. Le partenariat public-privé, c'est une solution, mais nous devons ensemble avancer avec le gouvernement pour que les mesures d'accompagnement idoines soient prises. La première que nous souhaitons et nous insistons auprès du gouvernement, monsieur le conseiller en sera porte-parole, c'est le vote au Parlement de cette loi. Parce qu'il faut que tout soit cadré par la loi. Il faut que ceci ne soit pas soumis aux humeurs ou aux circonstances. Que la loi sur le partenariat public-privé soit votée au Parlement. Et nous aurons là, à partir de là, fait un grand pas. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Notre groupe a bien accueilli cette décision. Nous en sommes déjà bénéficiaires. Nous n'avons pas attendu la loi. Je pense que, en ce qui nous concerne, nous sommes passés à la phase pratique, puisque en matière d'énergie, nous venons de signer il y a quelques jours la construction du barrage de Moala et Nyanga, 350 mégas. Ce serait peut-être le plus grand barrage ici au Congo, et c'est plus de la moitié de la consommation actuelle de l'énergie du Congo. Donc c'est pas rien, et c'est parce que les partenaires privés que nous sommes, en consortium avec nos partenaires chinois, nous allons alléger l'État de cette partie de l'endettement. Au lieu d'alourdir la dette de l'État, nous élargissons, nous prenons cette dette à notre charge, naturellement en respectant, et j'insiste, les normes fixées par la réglementation. J'insiste pas dessus parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérapages. Voilà ce que je peux vous dire à prime abord. Merci, Monsieur Obambi. Respect des normes, décentralisation, élargissement du partenariat public-privé jusqu'aux plus petites entreprises. C'est quelques points qu'on retient de votre intervention. Et j'en viens à vous, Monsieur Lager. Vous êtes le président de la Fédération des mines solides du Congo, comme je le disais d'entrée. Et que représente le partenariat public-privé pour les acteurs miniers ici au Congo? Merci, madame. Alors,
Il y a 2 niveaux de partenariat public-privé dans notre secteur. Il y a le premier niveau, qui est le niveau, disons, de développement de la mine, où l'État et les entreprises minières ont signé une convention minière. Et on a trop souvent tendance à l'oublier, mais c'est un modèle de partenariat public-privé, le secteur minier, en tant que tel. Et donc, en tant qu'acteur du secteur minier depuis plusieurs années au Congo, on salue, bien entendu, et on félicite le gouvernement et le chef de l'État d'avoir mis en place ce ministère, puisque l'archétype du modèle minier, c'est un partenariat public-privé. Et quand je disais, il y a 2 niveaux. Le deuxième niveau, c'est qu'au niveau du développement des infrastructures minières, parce que les mines au Congo et de façon générale en Afrique et ailleurs, ne peuvent pas se développer sans infrastructure. La plupart des gisements miniers sont situés sur des zones isolées, loin des côtes, et les produits miniers, en grande partie, sont destinés à l'exportation. Pour exporter ces produits miniers, il faut des infrastructures de transport, il faut des infrastructures d'évacuation. Mes collègues en ont parlé, le port, l'énergie et les infrastructures ferroviaires ou pipeline ou autres pour transporter tous ces minerais. Donc, dans les mines, le partenariat public-privé, c'est le modèle type. C'est des concessions minières qui sont octroyées. Le gouvernement du Congo signe des conventions minières. Ce qui est intéressant au Congo, c'est que non seulement les conventions minières sont signées par le gouvernement, mais elles sont aussi ratifiées par le Parlement. Elles sont publiques. Je rappelle que le Congo est aussi membre de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives, quelque chose d'extrêmement important pour les investisseurs, notamment internationaux, qui sont assez sensibles à tous ces sujets de transparence et de bénéfices pour les parties prenantes. Monsieur Bambi l'a bien rappelé, dans les mines, l'objectif évidemment est d'exporter un minerai, l'objectif est de faire un profit pour l'entreprise minière, mais il y a tout un autre pan à côté, ce qu'on appelle la part gouvernementale. C'est-à-dire que non seulement la société minière, quand elle exploite, elle va payer des taxes, bien évidemment, elle va créer de l'emploi, forcément, mais elle va aussi développer des zones. Et je pense que M. Bambi l'a bien expliqué, on va avoir toute une vie qui va se créer autour des mines. Et il y a beaucoup de pays dans leur histoire, si on prend les États-Unis ou d'autres pays, qui se sont développés autour des mines. Alors on a des bons exemples et des mauvais exemples. Souvent, les gens retiennent les mauvais exemples, mais les mines en 2022 ne sont pas gérées comme les mines en 1800, et Dieu merci. Nous, on espère qu'au Congo, les mines, ça va être un bon exemple, un exemple de développement gagnant-gagnant, à la fois pour l'entreprise, pour l'État, et bien entendu pour les populations congolaises. Très bien. Allons un peu plus en profondeur dans le sujet qui nous réunit. Monsieur Dimi, de manière concrète, dans les négociations, dans les discussions autour de la table, que propose l'État congolais aux entreprises, au secteur privé, pour nouer des partenariats publics-privés qui vont justement permettre l'essor économique du pays? Moi, je vais parler d'attractivité. Quand vous dites qu'est-ce que vous proposez, je vais vous parler de l'attractivité, je vais vous parler du Congo, je vais vous parler de notre pays et de ses atouts. D'abord, vous êtes ici au cœur de l'Afrique centrale. Et par définition, au cœur de la future zone de libre-échange continentale qui est en train de s'ouvrir. Donc, la position de notre pays sur le continent est stratégique. Vous avez le port en eau profonde, qui est à Pointe-Noire, et un chemin de fer qui vous amène jusqu'à Brazzaville. Vous avez une route nationale qui vous amène de Pointe-Noire à Brazzaville. Vous avez le futur pont-route-rail avec la mégapole, si je peux m'exprimer ainsi, que peut être Kinshasa. Vous avez dans notre pays plus de 10 millions d'hectares de terres arables, dont on n'exploite en réalité que 4%, un peu moins même, à l'heure où nous apprêtons tous à subir les conséquences indirectes de ce qui se passe en Ukraine. À l'heure où donc la sécurité alimentaire est menacée, nous on a à mettre à disposition 10 millions d'hectares de terres arables. On a de l'eau. On a de la pluie. Tout est propice à l'agriculture. Et enfin, je pense que le plus grand des arguments qu'a notre pays, c'est sa stabilité politique. C'est la paix. Personne ne peut nier la qualité de vie qu'on a au Congo-Brazzaville. De pouvoir aller et venir. À part quelques micro-phénomènes, si on est objectif,
la qualité de vie au Congo-Brazzaville, elle est indéniable. Enfin, je veux vous parler du potentiel économique dont regorge notre pays dans sa future diversité. Nous dépendons à 85% du pétrole. Imaginez donc la latitude, le potentiel que nous avons en matière de mines, que nous avons en matière d'agriculture, en matière de promotion immobilière. Tous ces secteurs que le plan national de développement a retenus et identifiés. Voilà les atouts que peut apporter notre pays. Enfin, nous avons fait des efforts substantiels quant à l'attractivité de l'investissement. De nombreuses réformes ont été menées, je crois qu'on l'a suffisamment rappelé. Un ministère a été créé et dédié au partenariat public-privé. Des équipes disponibles 24 heures sur 24. Des roadshows qui sont faits à l'international pour aller présenter les opportunités d'investissement au Congo. Et je veux saluer ici l'initiative qui a été entreprise par son Excellence, Monsieur le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Vous savez, je vais faire une révélation, je vais trahir un des secrets en réunion. Le ministre, il a un argument. Chaque fois qu'il nous prend en réunion, il dit « Nous devons présenter notre pays sous un jour favorable. » Sous un jour favorable. Et qu'est-ce que ça veut dire, présenter le pays sous un jour favorable? Mais c'est tous les atouts que je vous ai présentés. On dépeint par monts et par vaux le Congo comme un Eldorado pétrolier. Mais le Congo, c'est pas que ça. Je vous ai parlé de toutes les potentialités. Si vous parcourez notre plan national de développement 2022-2026, il y a plus de 340 projets à réaliser. N'importe quel homme d'affaires structuré qui cherche un endroit pour investir, il vient au Congo. Il suffit qu'il prenne le PND, il regarde, toutes les opportunités sont là. En fait, le plan national de développement, c'est quoi? C'est toutes les opportunités d'affaires qu'il y a dans notre pays. Nous voulions aller plus loin dans la relation avec le partenaire privé, et c'est pour ça qu'un ministère y a été dédié. Notre pays a un secteur privé, pas aussi large qu'on pourrait l'imaginer, qu'on pourrait le penser. Il faut donc travailler le contenu local. Il faut donc travailler à fabriquer des champions nationaux. Mais ces champions nationaux, il faut d'abord qu'ils engrangent de l'expérience. Et elle se fait auprès des partenaires internationaux qui sont déjà présents. Mais qui mieux que l'État pour attirer des partenaires internationaux, pour co-investir, pour co-développer? Alors l'État, qui représente la jambe gauche, et l'investisseur qui représente la jambe droite, avance vers le développement. L'État, le privé. L'État, le privé. L'État, le privé. C'est ça le PPP. Très bien, je vous remercie, Monsieur Dimi. Monsieur Dimi a parlé tout à l'heure, Monsieur Bambi, de la nécessité de faire émerger des champions nationaux. Mais vous êtes un champion national avec votre compagnie Sapro Group. Et la question que tout à l'heure vous avez évoqué l'aspect juridique avec le projet de loi que vous aimeriez voir entrer en vigueur, etc. Mais selon vous, quels sont les autres mécanismes, bien évidemment en dehors de cet aspect juridique, à mettre en place pour que les champions nationaux congolais comme vous puissent davantage contribuer au développement économique au travers du partenariat public-privé? Cette question, je pense qu'on aurait mieux fait de la poser à M. Dimi, parce que si je m'en tiens à l'histoire de l'économie mondiale, je citerai quelques cas d'école. Je commence par la France. Après la guerre, le général de Gaulle a pensé que la France devait avoir une place prépondérante dans le secteur de l'aviation militaire. Il a demandé à un certain Marcel Dassault, qui était ingénieur, de s'occuper du projet. Il dit, bah attends, c'est trop gros, je ne pourrais pas étudier. Et quand ce projet a été étudié, mis en place, naturellement, à cette époque, il n'y avait pas un autre client que l'État français. Et ordre a été donné au gouvernement français, et particulièrement à l'armée de l'air, de travailler avec Dassault, et Dassault livre les avions à l'armée de l'air. Ça a commencé.
je passerai sur un autre pays. En France, on peut encore citer d'autres exemples. Tous les champions français ont eu le soutien de leur gouvernement. Si la France est en tête du luxe, aujourd'hui, les 3 champions français du luxe ont été soutenus, accompagnés par leur gouvernement. La volonté, c'est celle du futur champion, mais la décision, c'est celle de son gouvernement, qui a une stratégie tout à fait claire. Je reviens sur un pays comme la Corée. La Corée s'est développée dans les conditions que nous connaissons tous. Je ne fais qu'un rappel. On a demandé à Samsung d'engager l'opération. Samsung a engagé l'opération. Je reviendrai par le Japon. Toyota est né dans les mêmes conditions. Et je terminerai par l'Afrique. Pour citer très proche de nous, M. Obasanjo, qui est encore vivant, lorsqu'il est revenu au pouvoir, il a dit qu'il avait oublié une chose quand il était au précédent mandat. Et quand on lui a posé la question, il a dit « j'ai oublié de fabriquer des champions nigériens ». Et je pense que c'est une fierté pour l'Afrique en général, mais une fierté pour les Nigériens d'avoir Dangote, d'avoir Tony Elmono. Et je terminerai par un dernier exemple, je citerai Mandela. Vous pouvez voir l'histoire de l'Afrique du Sud. Dans la liste Forbes des milliardaires noirs, il n'y avait aucun. Quand Mandela est sorti de prison, il a dit « vous, c'est la mine, vous, c'est ceci, vous, c'est cela ». Et voilà, les champions ont été fabriqués. J'ai dit l'histoire, j'ai pas donné mon point de vue, je préfère m'en tenir à cela. Et je pense que les choses sont tout à fait claires. En ce qui concerne la mine, nous avons décidé d'aller dans le secteur minier, minier de fer, et nous avons été soutenus par notre gouvernement. L'exemple est là, je parle sous le contrôle du président de notre fédération. C'est la première fois au monde qu'un noir puisse produire le minerai de fer, l'exporter vers la Chine, vers les marchés internationaux, et de signer avec l'un des plus grands groupes au monde en matière de trading, c'est Glencore. Monsieur est directeur ici au Congo, directeur général ici. Alors, donc, vous voyez bien que ces champions sont indispensables. Ces champions sont comme ceux de l'équipe de football. Si vous voulez avoir une équipe championne de football en Afrique ou dans le monde, il faudrait bien fabriquer ces 22 joueurs, les préparer de telle sorte que les conditions soient créées, les stades soient construits, les conditions d'entraînement établies pour que désormais vous puissiez avoir les meilleurs joueurs. Dans le business, c'est pareil. Je pense que sur 4 500 000 Congolais, s'il y en a un qui peut être président, d'autres ministres, d'autres encore parlementaires, mais je pense qu'il y a du potentiel pour le reste, pour qu'ils ne soient pas seulement fonctionnaires, qu'ils nous rejoignent. Et parmi eux, il y a des gens brillants, intelligents. Si c'est structuré, on peut lancer 100 champions, mais si on obtient déjà 2, c'est déjà pas mal pour cette année-ci. Voilà, c'est cette volonté réciproque qui commence par le champion lui-même, parce qu'il faut qu'il ait la volonté d'y aller. Et si l'État crée les conditions, en plus de la loi, nous avions parlé ce matin au forum des financements. Parce que le projet est bon, même les investisseurs étrangers auront plus de l'appétit si sur place, il y a de l'accompagnement local en termes de financement. Et pour financer les métiers ou les grosses opérations comme celle des mines, il nous faudrait animer un marché financier. Nous avons un marché financier sous-régional, mais nous devons avoir de l'appétit pour ce marché et aussi améliorer la réglementation bancaire à tous les niveaux, y compris au niveau des banquiers centraux, mobiliser les fonds d'épargne que nous avons pour que les assureurs, les épargnants, qu'on ne soit pas limité à cet exercice qui consiste à payer les retraités qui, d'une année à une autre, deviennent pauvres, alors que les retraités anglo-saxons deviennent d'une année à une autre plus riches, tout simplement parce que leur épargne a été placée intelligemment sur le marché, et c'est pour cela qu'ils sont actionnaires de ceci, actionnaires de cela, d'où l'appellation simple de fonds de pension. Donc, il faudrait que nous ayons accès à cela. Nos collègues sud-africains avancent plus vite que nous, parce que lorsqu'ils veulent mobiliser 600 milliards de francs CFA, c'est un exercice qui a lieu très rapidement, alors que nous,
nous devons faire le parcours du combattant, passer par les banques de développement, passer par nos banques commerciales qui n'en ont pas la capacité parce qu'elles ne peuvent pas financer. Il y a une réglementation bancaire qui ne leur permet pas d'aller plus loin. Donc là aussi, ce sont ces accompagnements. Et le dernier accompagnement que je serai dans l'obligation de citer, il y en a d'autres, mais je reviens sur le capital humain. Monsieur Dimi a parlé de notre position, mais la petite Suisse est tellement puissante qu'elle s'est placée entre la grande Allemagne, la grande Italie et la grande française. La grande France. Alors, donc, si nous réfléchissons bien, le Congo, avec ses 4 500 000 habitants, dans sa situation, avec la RDC, le Cameroun, pas très loin de là, le Nigeria, l'Angola, ainsi de suite, nous avons un marché suffisant pour que nous puissions créer un véritable boom ici, qui ressemblerait pourquoi pas à ceux des Émirats, parce que nous avons la même ressource. Voilà la réponse que je pourrais vous donner. Très bien, Monsieur Obambi, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a l'aspect financier qui est ressorti de votre intervention, la nécessité de réglementer le secteur bancaire en faveur justement du financement des entreprises, la nécessité de faire émerger aussi des fonds de pension. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et, pour faire le lien avec Monsieur Lager, vous êtes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, votre entreprise produit du fer ici au Congo. Et Monsieur Lager, quand vous préparez cette émission, vous me disiez il y a très peu d'entreprises encore pour l'instant qui ont atteint le stade de celle de Monsieur Obambi. Aujourd'hui, comment le partenariat public-privé peut-il permettre qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui produisent à l'instar de Sopra Group. Juste pour que les gens comprennent un petit peu au Congo le potentiel minier et où on en est. Le Congo a d'énormes réserves de fer. On a estimé au niveau de la fédération, en compilant les données du projet de SAPRO, le nôtre et les différents projets en cours, que le Congo a la possibilité de produire environ 100 millions de tonnes de fer par an, à terme. À l'horizon X temps, je ne peux pas vous donner parce que ça va dépendre des infrastructures et d'un certain nombre de paramètres, mais le potentiel est là. En tout cas, les gisements sont prouvés. Si vous voulez, à partir du moment où le nouveau code minier a été adopté au Congo en 2005, ça a vraiment fait un facteur déclencheur. Beaucoup d'investisseurs internationaux comme notre société ou comme la société de M. Obambi se sont intéressés au secteur minier congolais, sont venus investir, ont développé la recherche, puisque la phase, disons, la plus aléatoire dans les projets miniers, c'est la phase de recherche. Au Congo, le code minier permet d'être en recherche pendant 7 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand vous faites de la cartographie, de la recherche géologique, c'est pas si long que ça. Et donc, entre 2007 et 2014, beaucoup de recherches et de projets se sont développés. Donc, on a un potentiel de 100 millions de tonnes de minerais de fer, mais on a des milliards de tonnes de ressources et de réserves prouvées, que ce soit dans notre projet, dans celui de M. Obambi et dans d'autres projets aussi à la partie nord du Congo. On a un bon potentiel en termes de potasse et phosphate. On a estimé qu'on pouvait arriver à une production de 3 à 4 millions de tonnes de potasse et de phosphate par an, ce qui est extrêmement intéressant puisque, comme l'a rappelé monsieur le conseiller, on est dans un contexte un petit peu compliqué au niveau des pénuries alimentaires avec la guerre en Ukraine, mais aussi l'augmentation de la population mondiale, de toute façon, à terme. Donc là, on a un très très beau potentiel aussi au Congo et on a les polymétaux, donc cuivre, zinc, plomb. Donc à l'heure actuelle, en 2022, vous avez 3 sociétés qui sont en production au Congo. Vous avez Soremi, qui a commencé à produire depuis 2017 environ 12 000 tonnes de cuivre par an et qui va produire du zinc et du plomb. La fin de cette année, ils vont commencer la production de zinc et d'ici 1 an ou 2, la production de plomb. Vous avez une autre société qui s'appelle Lulu des mines qui a une production à peu près de 2000 tonnes de cuivre depuis 2018. Et vous avez la société de M. Obambi qui a fait une production de 40 000 tonnes en 2019 et qui va augmenter sa production au fur et à mesure avec les infrastructures. Pour revenir à votre question sur les partenariats, ce qui a permis à ces 3 sociétés pour l'instant de produire, c'est les infrastructures qui ont été réalisées déjà par le Congo. Soremi ne pourrait pas produire à l'heure actuelle si le Congo-Brazzaville n'avait pas réalisé la route nationale 1.
puisque Soremi utilise cette route, qui est une très très bonne route, bitumée, de 400 km entre Brazzaville et Pointe-Noire. Eux, ils sont à peu près au milieu, M-Fouati, au milieu de la route, pour exporter sur Pointe-Noire. Pourquoi Soremi peut exporter sur Pointe-Noire? Parce qu'il y a un port minéralier. Le port autonome de Pointe-Noire. Il n'y a pas encore de port minéralier, on l'espère. Mais il y a déjà le port autonome de Pointe-Noire qui permet d'exporter du cuivre en conteneur. La société de M. Obambi, elle a bénéficié de la voie ferrée du CFCO. Alors justement, c'est là où on voit aussi la petite difficulté, c'est que cette voie est ancienne et mérite d'être réhabilitée. Mais elle a le mérite d'exister. À partir du moment où on voit qu'il y a une infrastructure, même si elle est ancienne, ou récente, et à partir du moment où elle existe, à partir du moment où elle peut être utilisée, on peut la réhabiliter, on peut l'améliorer, et donc on peut augmenter la production. Donc la clé dans notre secteur, comme on l'a dit au début, c'est les PPP, c'est les infrastructures. Chaque fois que l'État va réaliser une infrastructure, ça aura un impact bénéfique pour tous les projets. Donc la R1A a eu un impact positif pour Soremi, mais elle a aussi eu un impact positif pour nos deux projets, puisque le projet de M. Obambi est à Mayoko. Ça nous a fait gagner du temps de la route Pointe-Noire d'Olizy quand vous montez jusqu'à Mayoko. Pareil pour nous qui sommes à Zanaga, la R1A m'a fait gagner une journée de voiture pour aller sur mon site. Donc c'est énorme l'impact démultiplicateur qu'ont les infrastructures sur notre secteur. Très bien. Monsieur Dimi, peut-être un peu rapidement, pour faire un lien avec l'intervention de Monsieur Obambi tout à l'heure. Dans le cadre des PPP, c'est vrai, le Congo est à la recherche d'investisseurs internationaux, mais pousse aussi son secteur privé national pour pouvoir le faire émerger. Et j'aimerais revenir avec vous sur la question des champions nationaux, parce qu'on sait qu'en Afrique, ces dernières années, voilà, c'est quelque chose qui revient, la nécessité de faire émerger les champions nationaux. Monsieur Obambi nous a fait un petit tour de l'histoire tout à l'heure. Au niveau du ministère de la coopération internationale et du partenariat public-privé, quelle place vous donnez à cette question de l'émergence des champions nationaux? Mais la question que vous posez, elle est même centrale. Moi, je reprends, vous savez, les propos de Monsieur le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Il faut qu'on ait des champions nationaux. Il faut que les premiers ouvriers du partenariat public-privé à petite échelle soient des partenaires nationaux. Ça veut dire que dans la loi qu'on a mise en place, une bonne part, qu'on est en train de mettre en place du moins, et qui sera, nous l'espérons très prochainement, soumis au vote de notre Assemblée nationale, mis en bonne figure les opérateurs privés nationaux. Alors, comment on peut accélérer ça finalement? Je crois que M. Obambi l'a dit, c'est l'un des plus grands exemples. On réussit avec des success stories, en présentant des précurseurs, des gens qui l'ont déjà fait, et M. Obambi en est un. Le dernier PPP en date qu'on a signé avec lui est un PPP de référence. On parle de plus de 1,2 milliard d'investissements dans un secteur névralgique, qui est celui de l'énergie. Et à ce titre, je vous le conseille, nous avons l'impérieux devoir de faire en sorte que des champions nationaux émergent grâce au partenariat public-privé. Donc, en co-développement avec les projets. Et c'est ce à quoi nous attelons au ministère. Et que dire des plus jeunes entrepreneurs? Vous savez que l'Afrique, ces dernières années, brille par sa jeunesse innovante, créative, etc. Mais comme un peu partout sur le continent, il y a toujours cette question de l'accès pour les plus jeunes. Est-ce que le ministère de la coopération internationale et du partenariat public-privé regarde aussi cette cible-là, ces jeunes Congolais qui sont pétris de talent et qui veulent pouvoir contribuer à l'essor économique? Ça, c'est le rôle de tout le gouvernement. Ça fait partie de la responsabilité collective. Maintenant, s'agissant de ces jeunes opérateurs, je pense qu'il y a certains points qu'il faut relever. D'abord, il faut les exhorter à la responsabilité et à se faire confiance eux-mêmes d'abord, et ensuite aller chercher le soutien des gens qui les entourent. Vous savez, moi j'avais un prof d'économie qui me disait la chose suivante. Il me disait, Innocent, comment veux-tu que je te fasse confiance si toi-même tu te fais pas confiance et tes parents ne te font pas confiance? Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes en train de lancer un business et que vous n'arrivez pas à vous-même prendre de votre poche 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 francs
Allez voir votre papa, dire que j'ai un projet incroyable, qui vous prête 200 000 francs. Qu'il les ait ou qu'il les ait pas, ça c'est un autre sujet. Mais si jamais il en avait la capacité. Mais tout le monde a de par vers lui un oncle, une tante, un cousin, quelqu'un qui a un petit peu de moyens. Ou au pire des cas, plusieurs personnes qui ont un peu de moyens. Quand on cherche 500 000 francs, et qu'une seule personne ne peut pas vous les demander, ben vous allez demander 10 000 francs à 50 personnes. Mais si vous êtes quelqu'un de confiance, d'inspirant, qui croit en lui, qui croit en son discours, ben ces gens-là, ils vous prêteront de l'argent. Et votre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'une fois que vous aurez fait mûrir cet argent, que donc vous l'aurez fait fructifier, vous en rapportiez les dividendes aux gens qui vous ont fait confiance. Et c'est donc de cette responsabilité que je veux parler auprès de nos jeunes entrepreneurs. Vous voulez que l'État vous fasse confiance, vous voulez co-développer avec l'État, mais il est là pour ça. Mais faites-vous d'abord confiance et ayez la confiance des gens qui vous entourent. Et à ce moment-là, le reste suivra tout seul. Le président Obambi, tout à l'heure, parlait des champions nationaux au Nigeria, que sont les Tony Elomelu, que sont les Dangote. De par vers nous, nous en avons également certains qu'il faut encore renforcer, qu'il faut accompagner, mais ces champions nationaux deviendront demain nos premiers ambassadeurs. Nos premiers ambassadeurs, nos premiers représentants. Ceux qui partageront l'expérience aux investisseurs qui viendront demain. Très bien, monsieur Dimi. Nous avançons peu à peu vers la fin de notre émission, mais avant que nous ne la terminions, j'aimerais donner la parole de part et d'autre, c'est-à-dire secteur public, secteur privé, en termes d'attente. Parce que quand on parle de partenariat, eh ben c'est un échange, un partage du 50-50, etc. Et c'est vrai que monsieur Obambi, vous avez déjà évoqué certains aspects qui sont ressortis de vos interventions, des attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis du gouvernement en tant qu'acteur économique. Dans la dynamique actuelle, où on a entendu déjà de la part de monsieur Dimi tout ce que le gouvernement, l'État prévoit ou veut faire avec le secteur privé, vous avez un long parcours dans le milieu des affaires au Congo, un long parcours dans le partenariat même avec l'État. Aujourd'hui, quelles sont de manière claire les attentes qui sont les vôtres en tant qu'acteur économique et que peut-être partagent les autres acteurs économiques ici au Congo vis-à-vis de l'État dans le partenariat que vous pouvez établir pour les années à venir? Bien. Moi, je pense qu'il y a un aspect que M. Conseil Dimi a évoqué suite à votre question, c'est le capital humain. Quand on va à la bataille, il faut un tout. Il faut les hommes. Il faut les hommes. Il faudrait que nous puissions revoir notre secteur de l'éducation, de l'enseignement, pour que nous puissions aller vers les métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est l'évolution du monde. Plusieurs métiers ont eu le mérite d'avoir existé avant, mais aujourd'hui, ils ne sont plus nécessaires. Je prends secrétaire dactylo, bon, mais on ne peut plus. Pour le nouveau monde, interprète, on ne peut presque plus. Puisque les gens qui sont formés doivent être bilingues, trilingues, et ainsi de suite. Ce secteur de l'éducation doit faire la force de notre pays. Mais ce secteur de l'éducation, c'est l'État qui cadre, mais le secteur privé doit intervenir. Les plus grandes universités au monde sont celles où le secteur privé est concerné. En France, l'une des écoles de prestige, c'est HEC. HEC, c'est une école de la Chambre de commerce de Paris. Donc, le secteur privé doit travailler avec le gouvernement pour que, dans un cas comme celui des mines, les mines, si on s'en tient à ce potentiel, et quand je vois une estimation de 100 millions de tonnes dont l'AG a parlé, c'est notre vision d'aujourd'hui, avec les opérateurs d'aujourd'hui. Mais je puis vous dire, sans vouloir, je ne pourrais pas me tromper, puisque tous les deux, nous travaillons au quotidien sur ces sujets, s'il y a un chemin de fer minéralier qui est construit entre Pointe-Noire et Sonké,
nous passerons très facilement à 400, 500 millions de tonnes par année. Et là, je parle de l'exportation en brut. Mais nous ne devons pas continuer à envoyer que du brut. Nous devons créer des valeurs ajoutées. Je ne cite que le cas du fer, mais ceci est valable pour tous les autres minerais. Pour arriver à ces métiers, il nous faut des hommes. Mais ces hommes, nous devons les programmer. Ces hommes, nous devons les attendre aux portes de nos universités, aux portes de nos écoles. Ces jeunes gens qui arrivent au collège, ils ont déjà des visions. Celui-ci va travailler dans l'industrie pharmaceutique, l'autre va travailler dans l'industrie des mines. Et ceux qui sont en charge de ces métiers doivent être en rapport permanent avec les universités, avec les écoles, pour que nous puissions avoir ici un réservoir de main-d'œuvre. Les gens seront utilisés au Congo, bien. Mais ceux qui n'auront pas trouvé de solution au Congo, ils seront tellement bien formés qu'ils trouveront de l'emploi ailleurs. Et je pense souvent, quand nous faisons des conférences, des exemples simples. Les footballeurs africains. Regardez dans tous les grands clubs au monde, ils sont présents parce qu'ils ont du talent. Ce talent, c'est pas seulement pour jouer au foot. Il y a du talent intellectuel en Afrique. Donc, ceux qui sont bons à Brazzaville, s'ils trouvent pas d'emploi à Brazzaville, ils le trouveront à Kinshasa, ils le trouveront à Yaoundé, ils le trouveront à Lagos, ils le trouveront à New York, ils le trouveront en Chine, à Pékin. Donc, il faut former ce réservoir. La Chine s'est développée. L'URSS aujourd'hui, le père Poutine est tranquille. Mais ces Russes ont été formés. Ils ont été formés dans toutes les écoles du monde. Hier, nous disions la chinoiserie. Mais aujourd'hui, les Chinois nous ont montré que c'est la deuxième plus grande économie au monde et quelquefois sur certains domaines, la première. Mais parce qu'on a travaillé en matière de formation. Et nous, secteur privé, nous pensons que nous devons travailler avec l'éducation nationale pour que le capital humain, qui est la partie essentielle de la réussite d'une entreprise, c'est pas seulement l'argent, c'est pas le site, c'est pas le minerai. Vous pouvez avoir tout ça et ne pas aboutir. Le Japon qui n'a pas tout ça est la deuxième économie au monde. Donc ce capital humain, nous devons, avec le gouvernement, travailler main de la main. Il faudrait que l'entreprise rentre à l'université, c'est-à-dire les laboratoires de nos entreprises, dans tous les secteurs, que l'on soit en sociologie, en philosophie, en économie, en situation d'ingénierie. Ces laboratoires doivent travailler en permanence avec les entreprises, de telle sorte que les troupes que nous attendons cette année-ci, nous savons qu'elles vont arriver. C'est dans 10 ans, on sait que l'équipe est encore au collège, et ces gens de collège, ils sont déjà calibrés pour venir terminer leur processus dans nos usines, dans nos entreprises, ainsi de suite. J'ajouterai à cela une question qui est très très importante, qu'on ne peut pas éluder, c'est l'amélioration du climat des affaires. Tout ceci ne peut se passer que dans une très bonne ambiance. S'il n'y a pas amélioration du climat des affaires, tout ce que nous venons de dire sur ce plateau ne pourra pas aboutir. Il faudrait que des efforts réciproques, parce que lorsqu'on parle du climat des affaires, nous ne regardons que l'administration, mais il faut regarder aussi le secteur privé. Parce que nous devons être dans les normes. Et ceux de l'administration doivent baisser la pression administrative et fiscale. Surtout la parafiscalité. Et là-dessus, je me permettais de parler que de mon propre pays, parce que j'en ai la légitimité en tant que président de la Chambre de commerce. Tout ceci doit accompagner le partenariat public-privé, parce qu'après avoir signé, si dans la phase d'application, les difficultés commencent, on n'a pas encore produit, on nous demande de payer un impôt sur la production, c'est quelquefois difficile. Je crois que je voulais terminer avec cet effort qui est réciproque et solliciter aussi de la part des entreprises qu'elles tiennent leur comptabilité en ordre, qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations fiscales. Parce que si l'État n'a pas de recettes, l'État ne pourra pas pouvoir satisfaire aux besoins que nous sollicitons. Voilà un peu, parce que quand on parle du climat des affaires, tout le monde dit non, c'est l'État, non.
On doit se calmer. Le climat des affaires nous concerne tous. Il n'y a pas un climat des affaires pour l'État qui est responsable. Responsabilité partagée. La responsabilité est totalement partagée et doit l'être en permanence et à tout moment. Et c'est là aussi que ce ministère en charge des partenariats public-privé doit avoir un regard sur la suite des conventions qui sont signées. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés? Nous revenons. On améliore. Difficultés du côté du privé. C'est nous qui sommes responsables, on améliore. Difficultés du côté public. Ce même ministère apporte des améliorations. Et là, madame, nous aurons beaucoup de chance, comme sur d'autres sujets, de pouvoir nous développer. Voilà un peu ce que j'aimerais bien vous compléter. Très bien, Monsieur Obambi. Monsieur Lager, peut-être un mot sur cette question des attentes. Oui, tout à fait. Bon, déjà, je souscris à l'ensemble des arguments qui ont été présentés par Monsieur Obambi. Je pense que la question du climat des affaires, effectivement, est une chose importante, c'est évident. Respect des conventions. Et je rajouterais une chose, c'est peut-être l'amélioration du dialogue public-privé ou de la coopération, puisque le terme du ministère, c'est partenariat public-privé, mais il y a coopération. Alors, il y a coopération internationale, mais je dirais aussi la coopération nationale entre les opérateurs privés et l'État. Notre secteur minier est un secteur totalement transversal. Il y a environ une vingtaine de ministères qui, de près ou de loin, sont impliqués dans le secteur minier, que ce soit l'environnement, le travail, bien entendu les mines, les infrastructures, la marine marchande, et que sais-je, le foncier, qui est très important. Donc, matériellement, c'est un peu difficile pour l'opérateur d'aller voir l'ensemble des ministères. Donc, on a une porte d'entrée avec le ministère des Mines, bien entendu, mais on a besoin d'un dialogue et d'un échange permanent. Mon expérience ici fait que, par moments, on voit certaines administrations qui ne comprennent pas notre secteur. Donc nous, on est là pour expliquer, on est des ambassadeurs de notre secteur. La fédération sert à expliquer notre secteur, à expliquer tous les enjeux. Les enjeux sont liés les uns aux autres. Je pense que M. Bambi l'a bien dit, on ne peut pas faire des mines si on n'a pas des travailleurs pour travailler dans la mine. On ne peut pas faire des mines si on détruit l'environnement. On ne peut pas faire des mines si on n'a pas d'infrastructure. Donc, tous ces sujets-là doivent être pris en compte, tous ces sujets-là doivent être échangés. Et je pense que le point important, c'est de continuer le dialogue, de réaffirmer ce dialogue et de vraiment d'avoir des échanges cartes sur table. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Effectivement, on a souvent tendance, aux opérateurs privés, à mettre les choses sur la responsabilité de l'État. On n'est pas dupe. On sait aussi que du côté des acteurs miniers, au sein de la fédération, les acteurs sont relativement sérieux, respectueux de la législation. On sait qu'il y a d'autres acteurs qui ne sont pas dans la fédération et qui sont sérieux. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans la fédération et qui sont moins sérieux. Donc tout ça, c'est un melting pot. Hein. Les mines, vous avez les mines industrielles qui sont développées par des grands groupes, qui vraiment travaillent sérieusement, d'autres mines qui travaillent un peu moins bien, et ça impacte aussi les sociétés qui travaillent de façon claire et transparente. Le mot de la fin, moi je dirais, dans les mines, il y a deux sujets. Il y a deux points fondamentaux, si on veut résumer les mines. C'est stabilité et confiance. Je pense que monsieur le conseiller du gouvernement a bien démontré la stabilité. Elle est là, au Congo, elle est visible, elle est palpable. La confiance, il a donné un exemple que je trouve très intéressant, la levée de fonds dans votre famille. Et bien, la confiance, ça se travaille tous les jours. La confiance, ça se travaille à la fois de l'opérateur et de l'État. Et c'est là où je dirais, renforçons le dialogue pour avoir cette confiance qui sera les deux socles pour le développement du secteur minier congolais. Alors, Monsieur Dimi, on a longuement entendu le secteur privé qui a évoqué plusieurs aspects des attentes qu'ils peuvent avoir, que ces chefs d'entreprise peuvent avoir vis-à-vis du gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous y répondez? Et est-ce que le gouvernement aussi a des attentes vis-à-vis des entreprises finalement? Et ce sera votre mot de la fin. Merci Madame. Non, je veux retenir, d'abord vous remercier messieurs de nous avoir assistés dans ce forum au nom de son Excellence Monsieur le Ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Bien sûr que un État a des attentes envers son secteur privé. Vous savez qu'un État, en fait, il n'a pas d'argent. L'État qui a l'argent, c'est ce que le secteur privé lui génère. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, comme la jambe droite ne va pas sans la jambe gauche pour avancer, l'État est la jambe gauche et le privé est la jambe droite. Alors maintenant, il faut trouver la bonne cadence pour avancer, et puis ensuite danser, et pourquoi pas courir. Objectivement, je pense que ce qui peut donner le rythme à cette alliance, c'est la notion du partenariat public-privé à travers le ministère des PPP.
Plus spécifiquement, je suis intimement convaincu que c'est dans la disponibilité, dans la charge de travail, dans le dialogue, comme ça a été évoqué, qu'ensemble, nous allons pouvoir produire des choses assez intéressantes pour aujourd'hui et encore plus incroyables pour demain. Je veux aussi saluer le travail qui a été accompli en termes de réforme sur le climat des affaires. C'est important de le noter, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses très positives qui ont été mises en place, le GUOT et beaucoup d'autres réformes. La question maintenant, c'est en réalité comment est-ce que nous allons encourager l'investissement. On va encourager l'investissement en ayant des histoires qui sont réussites, je l'ai dit tout à l'heure, en ayant des projets de référence, en multipliant les expériences et surtout en ayant une uniformisation. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir du ministère du Partenariat public-privé, c'est cette notion d'uniformisation. La compétence du ministère des PPP, elle est transversale. Donc, le partenariat public-privé, il agit dans tous les pans de notre économie. Et moi, j'aime bien faire ce parallèle avec le ministère des Finances. Vous savez, quand un ministre d'un autre secteur prépare son budget en fin d'année, il va le présenter au ministre des Finances. Et le ministre des Finances, dans sa grande souveraineté, dans les perspectives de ce qu'il entrevoit, en ressources qui vont rentrer, explique à ce ministre, cela est possible, cela n'est pas possible. C'est les attributions du ministère des Finances. Et pour le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso, qui est le ministre de la promotion du partenariat public-privé, c'est d'aller sourcer auprès de tous ses collègues tous les projets dont ils ont besoin, tous les secteurs qui doivent être prioritaires, en plus du plan national de développement, pour qu'il apporte une réponse structurée, concrète, qui soit en adéquation avec tous les autres départements ministériels. C'est cette notion d'uniformisation qui va permettre également de sécuriser le secteur privé. C'est de savoir que l'investisseur A est logé à la même enseigne que l'investisseur B. Que celui qui fait un PPP dans la pharmacie, dans la santé, est logé à la même enseigne que celui qui fait un PPP dans les mines. Et le mot final, c'est de retenir que si le ministère des Partenariats publics-privés il a été créé, c'est pour être le catalyseur de tous les projets, de tous les départements ministériels, afin qu'il y ait une uniformisation, un standard, et permettre de générer de la confiance. Générer de la confiance auprès des investisseurs, parce qu'il y a une notion d'uniformité et donc une notion de transparence. Ça a été suffisamment rappelé. Et puis l'autre aspect important, c'est cette notion de cohésion gouvernementale. Parce qu'en réalité, ils sourcent chez les collègues, ils traitent, ils exécutent, et ils renvoient pour administration au ministère dont c'est les prérogatives. Donc, il prend l'information, il la traite, il l'uniformise, il la lance et il la rend acquis de droit. Et ça va permettre d'accélérer considérablement le nombre de partenariats publics-privés, puisque vous l'avez dit, dans les mines, par exemple, 20 ministères concernés. On va faire du business de cette manière-là. On parle tous les jours de diplomatie économique. La diplomatie économique, c'est quoi? C'est de la politique et du business. Grande a été l'inspiration du président de la République d'unir les deux, la coopération internationale et le partenariat public-privé. Donc on se réjouit d'avoir ces attributions, ce ministère. Je pense que son Excellence, Monsieur le Ministre Denis Christelle Sassou Nguesso, en mesure également la responsabilité et que c'est aujourd'hui l'homme de la situation. Très bien, je vous remercie infiniment. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation pour participer à ce numéro du Connect 54. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toutes ces minutes. Ainsi s'achève ce numéro et rendez-vous au prochain numéro. Merci.